Bonsoir les amis. Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un peu de crypto. Alors, j'essaye de réfléchir à la crypto en tant que philosophe. Je dois vous dire, c'est pas du tout évident. J'avais écrit tout un article que j'espérais vous lire. Pour une fois que j'avais écrit ma vidéo et malheureusement, mon ordinateur s'est éteint, donc tout a été perdu. Voilà. Alors je trouve que la crypto c'est intéressant et la crypto recèle en elle à la fois un immense espoir et une immense crainte. Voilà. Je pense que d'abord, du point de vue technique, les limitations techniques sont très relatives. On dit telle crypto a été codée avec le postérieur, avec le fion. Donc c'est complètement con que je vais vous parler franchement et sans détour. On vous dit ouais, celle-là a été codée. Donc qu'est-ce qu'une crypto? Bon, une crypto, c'est en fait, vous voyez bien sur votre ordinateur, vous avez un fichier, vous pouvez le dupliquer. Donc normalement tout ce qui est numérique, comme c'est des chiffres, en fait, bah, c'est très possible de fabriquer la même série de chiffres pour le dupliquer. Jusqu'ici, rien de comme quand vous copiez dans le temps les disques. Aucun problème, a priori. Voilà. Sauf que ce qui se passe avec la crypto, c'est que la crypto-monnaie, c'est un système à travers un réseau qui fait que, comme les parties du réseau sont reliées les unes aux autres, mais elles sont pas les unes avec les autres, en fait, il y a un système de chaînes qui se fabrique, et ce système de chaînes fait que on crée ce qu'on appelle des jetons, ce qui sont comme des billets, en fait, qui sont fabriqués et qui sont pas répétitibles. En fait, voilà, ils correspondent à un moment dans cette chaîne-là, et donc à partir du moment où on a fabriqué une chaîne et qu'on la découpe, chaque moment qui est découpé n'est pas reproductible en tant que tel, parce qu'il fait partie de cette chaîne. Donc, on peut créer des entités numériques singulières, enfin uniques en somme, et ces entités numériques sont comme si vos billets, ils étaient faits. Alors bien sûr, ils sont faits, c'est comme les billets sont faits de papier, donc là c'est des chiffres à la place du papier, sauf que vos billets ont un numéro de série. Et ce numéro de série est un numéro dans une série en général. Bien sûr, vous pourriez copier les chiffres à la main et dire ah oui, mais alors c'est le chiffre machin, bidule, et faire un faux billet. Donc mais sauf que là, si on prend la série complète et du fait que le monde de la crypto-monnaie est un monde entièrement relié, et ben en fait vous ne pouvez pas fabriquer un jeton, chaque jeton a son identité propre, comme le numéro de série de la banque, le numéro de série de votre billet de banque. Donc ça c'est la crypto. La crypto c'est un moyen de fabriquer de l'argent avec du numérique. Elle a été créée en réaction à ce que j'appelle le cartel des monnaies. Le cartel des monnaies, ça veut dire que les pays occidentaux, auxquels on peut ajouter le Japon, puis la Corée du Sud, puis dans une certaine mesure la Chine qui fabrique les produits industriels pour les produits occidentaux, même si elle ne fait pas partie de l'Occident, elle l'est intégrée à l'économie occidentale. Enfin, l'économie occidentale ne peut plus vivre sans la Chine. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation un petit peu particulière où, par rapport à la Chine, les pays occidentaux fabriquent de moins en moins de produits qui ont de la valeur. Et donc, ce qui fait que, en plus, la population qui était très nombreuse, la population du baby-boom a été très nombreuse, donc ça reste la population la plus nombreuse, ça c'est la population qui s'est aussi la plus enrichie. Ces pays-là, bah, il faut payer leur retraite. En même temps, les populations qui viennent après, bah, il n'y a pas forcément l'innovation ni le nombre qui fait que elles peuvent prendre le relais économiquement parlant. Donc, ce sont des pays qui sont de moins en moins rentables. Nos pays occidentaux sont de moins en moins rentables. Et donc, comme les retraites qui ont été garanties, bah, il faut les payer, ce sont des pays qui sont obligés de recourir sans arrêt à de plus en plus de dettes. Ces pays étant de moins en moins rentables et courant de plus en plus de dettes, on a décidé de, euh, de faire en sorte de se tenir avec les monnaies. C'est-à-dire que comme l'économie occidentale était la plus puissante, ce qu'on a dit, c'est, en fait, nous, on va fabriquer des billets,
Et on va donner l'illusion, en fait, par exemple, donc notre économie, elle représente un certain pognon. Donc, par exemple, je sais pas, le produit intérieur brut de la France, ça doit être 2000 milliards par an, quelque chose comme ça. Et il se manifeste sous forme de billets. D'accord? C'est du pognon, et le pognon, il circule. Donc, il faut qu'il circule sous forme sous la forme d'une monnaie. D'accord? Qu'elle soit billet ou numérique. Et donc, cette monnaie, ces jetons de monnaie, aussi billets de banque, quand ils sont matériels, et ben, ils représentent des parts de la tarte que représente le tas du pognon. Voilà. Et sauf que, comme tous ces pays occidentaux sont dominants, Japon, États-Unis et Japon, États-Unis, Europe, et dans une certaine mesure la Chine qui a décidé de s'aligner sur aligner sa monnaie, caper sa monnaie sur le dollar, ont décidé que toutes les monnaies allaient se tenir ensemble. Voilà. Et donc, quand le Japon, l'Europe ou les États-Unis, pour compenser en fait le fait d'avoir sans arrêt recours à la dette, pour compenser ce recours à la dette, décident d'imprimer de la monnaie, on fait croire que les parts du gâteau ne sont pas plus en plus petites, mais que c'est juste des parts d'un gâteau, et a priori l'essentiel c'est qu'il y ait suffisamment de parts pour tout le monde. Je vous la fais en gros. Sauf que, bien sûr, on se rend bien compte, et ces pays stagnent, voire s'appauvrissent, en tout cas certaines parties de la population s'appauvrissent nettement. On se rappelle aussi que, par exemple, un pays comme l'Italie n'a pas progressé économiquement depuis l'euro, en fait, depuis l'avènement de l'euro aux alentours de l'an 2000. Et donc ça veut dire qu'il y a des parties de la population qui sont devenues de plus en plus pauvres, et donc qui sont devenues de plus en plus riches. C'est pas tout le monde qui a stagné, ça n'existe pas. Donc, bien sûr, il y a des gens qui étaient pauvres qui sont devenus riches, et des gens qui sont devenus pauvres, mais globalement, quand on a une économie qui est en stagnation, en récession, c'est toujours ceux qui s'en sortent le mieux qui continuent à s'en sortir le mieux, et ceux qui s'en sortent le moins bien qui s'en sortent de moins en moins bien. C'est une constante dans l'histoire. Comme le dit Charles Gave en reprenant un proverbe chinois, quand les riches commencent à maigrir, ça veut dire que les pauvres ils crèvent de faim. Voilà. Donc ça c'est aussi un fait. Malheureusement, les choses fonctionnent comme ça. Donc, sauf que il y a beaucoup de gens de classe moyenne qui se sont bien rendus compte que ils perdaient de l'argent. Ils perdaient de l'argent, qu'en fait ils étaient payés dans une monnaie, et que voilà, qu'il fallait travailler, je sais pas. Avant, on prenait des prêts immobiliers sur 10 ans, maintenant on en prend sur 25 ans. J'exagère un peu, mais en 30 ans, la situation a beaucoup évolué, et c'est de plus en plus difficile, par exemple, d'avoir un logement à Paris. Je vous parle pas, même dans les villes même dans les villes de province, les grandes villes de province, c'est de plus en plus difficile de se payer un logement avec un loyer. Si vous n'avez pas déjà un héritage, si vous n'avez pas déjà un capital, par ailleurs, qui vient d'une entreprise ou que sais-je, c'est de plus en plus difficile d'avoir, par exemple, accès à l'immobilier. Et bref, donc vous êtes perdant avec les années. Ceux dont se sont rendus compte ces gens-là, il y a des gens qui se sont dit, écoutez, on va fabriquer une monnaie numérique et on va faire concurrence à cette monnaie que nos dirigeants sont en train de déprécier. Alors la dépréciation, l'oscillation de la monnaie, ça a toujours été le signe aussi d'un pouvoir qui s'affaiblit. Et c'était particulièrement le cas dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, c'était en fait les monnaies étaient dévaluées avec le temps. Donc ça c'était pas très cool. Et parfois les empereurs romains, quand par exemple les soldats trouvaient qu'ils étaient payés en pot de zob, et ils dégommaient l'empereur. Ils en mettaient un autre pour être payé dans de la vraie monnaie. Voilà. Donc ça, c'était comme ça. C'était un petit peu les révolutions qui se faisaient sous le bas empire romain. Donc bas empire romain, c'est 3e, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc ça, c'était... Il y a une belle vidéo de Grand Angle Crypto là-dessus. Je vous incite à regarder cette chaîne. Allez-y. En général, vous perdez pas votre temps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on cartèle des monnaies, les mecs s'entendent, et ils font croire que leur monnaie vaut toujours de l'argent, alors qu'en fait, elle vaut de moins en moins. Donc, du coup, c'est pas cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée une autre monnaie de réserve, et on crée une monnaie qui est seulement numérique, et en plus qui est assez difficilement traçable. Et c'est ce que sont les crypto-monnaies.
Donc, le concept est plutôt intéressant et surtout ça fait concurrence aux monnaies et ça met c'est les banques centrales qui émettent les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies fiat. Donc ça veut dire les monnaies qui sont censées être les monnaies de référence. Ça les met dans une situation difficile, c'est-à-dire que si elles commencent à interdire la crypto-monnaie, bah, elles disent en fait c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire que en fait nos monnaies elles valent pas de zob, là aussi, pardonnez ma vulgarité, et qu'il va bien falloir trouver d'autres monnaies viables. Donc il laisse ces monnaies exister en disant ah oui mais attendez voilà c'est pas sûr, ce sont des produits extrêmement spéculatifs, vous allez tout perdre si vous mettez votre monnaie là-dedans et je vous dis pas le contraire. Un jour j'ai investi sur une monnaie et quelques temps plus tard cette monnaie a cessé d'exister purement et simplement. Voilà. Je sais pas si un fil, ouais, Telegram ou Signal, il existe toujours, mais en fait, les mecs, on est mort de rire dessus, quoi. Enfin, il y a plus personne qui mine cette monnaie. On a perdu tout l'argent qu'on avait investi dedans, ça ne vaut plus rien. Et les mecs, ce sont les derniers qui ont vendu la monnaie, ont bien baisé tous les autres, quoi. Tu vois, donc voilà. Donc ça, c'est ce que sont les cryptos. Alors après, on va dire, oui, donc vous devez certainement connaître le Bitcoin. Le Bitcoin, je l'appelle comme ça, la Bitcoin. Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la monnaie de référence. Et en fait, en général, les choses s'échangent avec deux monnaies, qu'on appelle soit le Bitcoin, soit le Tether. Le Tether, du verbe to tether, ça veut dire attaché. Le Tether est censé valoir $1. On reparlera du Tether un peu plus tard. Mais parlons d'abord du Bitcoin. Le Bitcoin est censé y en avoir que 21 millions de minables. Alors, minable, ça veut pas dire qu'il se met minable, hein. Ça veut dire qu'on peut le miner. On peut le miner, c'est-à-dire on peut le fabriquer. Donc on dépense de l'énergie. Au départ, ce qui est intéressant avec cette monnaie électronique, c'est que c'est comme dans le film Solo. Donc je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Dans le film Solo, donc qui raconte la vie de Han Solo, le personnage incarné par Harrison Ford dans la Guerre des Étoiles. Dans Solo, qui est cette espèce d'histoire à part, qui raconte de préquel, qui raconte sa jeunesse, on voit que dans le monde de Star Wars, l'énergie, c'est de la monnaie. Et la monnaie, c'est de l'énergie. C'est assez intéressant, et c'est un petit peu le cas avec le Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est obligé de dépenser de l'énergie pour faire des calculs, pour créer des jetons qui vont s'insérer dans la chaîne. Et ceux qui ont fait les calculs, bah, en fait, ceux qui ont fait ces calculs, qui sont en fait les calculs des transactions des bitcoins qui s'échangent au fur et à mesure du temps, sont récompensés par l'attribution de nouveaux jetons, comme de nouvelles pièces de monnaie. Voilà pour à peu près ça. Et il se trouve qu'on est dans une bonne fenêtre de tir, c'est-à-dire que comme en ce moment il n'y a pas de guerre mondiale, ou il n'y a pas de conflit armé terrible, bon bah de fait l'énergie, et puis bon les échanges sont un peu en baisse, il y a eu le Covid, etc. Donc l'énergie est assez disponible en fait pour fabriquer ces monnaies. Alors donc c'est ce qui ferait voilà, le climat est plutôt favorable en ce moment à cette création de crypto. Et en même temps, le fait que l'économie ait complètement été freinée fait que le crash qui était censé arriver à cause de trop grosses spéculations des banques, vous savez que les banques de dépôt et les banques d'affaires, donc c'est-à-dire les banques qui jouent en bourse et les banques dans lesquelles vous mettez votre pognon, bah, sont les mêmes, alors que ça n'a pas toujours été le cas, et ce qui fait que tout le monde joue en bourse comme des petits fous, avec l'argent des petites gens, d'accord, qui ont déposé leur pognon sur le compte en banque. En plus, il y a les taux négatifs dans les histoires, vous allez voir Jovanovic qui mettent les banques à la gorge, mais du coup, ces spéculations font que bah, le système, il a besoin de la création monétaire et de cette création de monnaie sans arrêt pour fonctionner. C'est vrai qu'on n'est pas dans une situation si avantageuse. Normalement, l'économie aurait dû cracher. Normalement, l'économie, à cause de tous ces joueurs, de tous ces gamblers fous qui sont dans les banques, ce qu'on appelle les traders, là, Kerviel et compagnie, normalement l'économie aurait dû cracher, sauf qu'elle n'a pas craché à cause du Covid, parce que le Covid, enfin tout ce qui est pandémie, a gelé littéralement l'économie.
Donc on est dans une situation où à la fois l'économie ne craque pas et à la fois où il y a le besoin énergétique est pas délirant au point que on peut quand même continuer à fabriquer de la crypto et à assurer les transactions en crypto-monnaie. Voilà. Ça, ce n'est que mon point de vue. Après, certainement, il y a des gens qui comprennent les choses beaucoup mieux que moi, de façon beaucoup plus fine, et je les incite à m'écrire dans les commentaires et à me dire ce qu'ils en pensent plutôt que de faire des commentaires laconiques. Et, euh, et voilà. Soyez constructifs. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi, vous me le dites, et comme ça, je gagne du temps et je m'améliore. Voilà, merci. Donc, ce qui se passe, donc, alors, on dit, bah, il y a des monnaies qui valent plus la peine, des monnaies qui valent moins la peine. Le Bitcoin, qui a le système le plus décentralisé, c'est-à-dire des ordinateurs qui calculent des Bitcoins partout dans le monde. Si vous en enlevez plein, il en reste plein d'autres, donc la monnaie va pas se cracher comme ça. Je sais pas, au moment où je fais cette vidéo, je crois il y a à peu près pas loin de 900 milliards d'euros, je crois, 900 milliards d'euros euh, qui sont la capitalisation du Bitcoin représente à peu près 900 milliards d'euros, donc ça représente à peu près le budget, l'économie d'un État moyen dans le monde, donc le Bitcoin ne représente pas rien dans le monde, ce n'est pas rien. Euh, voilà. C'est plutôt fiable. C'est plutôt fiable. Et ils disent aussi, il y a 21 millions, on fabriquera 21 millions de bitcoins, quitte à faire des halvings. Les halvings, c'est en fait des obstacles au minage. Enfin, c'est des réductions de capacité de minage qui interviennent au fur et à mesure du temps, qui font que, en gros, c'est de plus en plus de calculs. En fait, les barrières les sommes de calculs qui sont faites pour fabriquer des nouveaux jetons, en fait, sont augmentées de x2 pour qu'il y ait moins de jetons qui soient fabriqués et que ça suive aussi la demande. Voilà. Et donc, normalement, avec le Bitcoin, c'est censé s'arrêter au bout de 21 millions de jetons fabriqués définitivement. Alors que d'autres monnaies, qu'on dit être beaucoup moins bien codées, avec beaucoup moins de personnel pour les rafistoler s'il y a des problèmes de code, etc. Se disant, moi je ne me connais pas suffisamment là-dedans, mais bon, elles sont beaucoup moins fiables. Et d'ailleurs, il y en a plein qui lancent leur petite monnaie, on appelle les shitcoins, d'accord? Donc ça veut dire les pièces de merde, littéralement, sans erreur de traduction, et donc que ce qu'on appelle des scams, c'est-à-dire des arnaques, et qu'en gros, on fabrique des monnaies qui n'ont pas de raison d'être, en fait, qui ont pas de véracité économique, et qui sont échangées contre rien. Bon. Après, ça a été contrebalancé par l'émission de ce qu'on a appelé les meme coins. Donc, meme du mot mème. Mème, vous l'avez certainement vu, c'est-à-dire c'est ces petits gimmicks qu'on s'échange sur Internet, qu'on voyait en fait c'est des petits concetti quoi. C'est quand, enfin, voilà, un peu des private jokes. C'est comme les blagues qu'on se fait entre nous, mais qui font le tour d'Internet, ouais, et qui deviennent des références d'Internet. C'est ce qu'on appelle des mèmes, du mot français mème, quoi. Et donc, il y en a qui ont lancé, particulièrement autour de la personnalité d'Elon Musk, on sait être un des grands financiers de la crypto, une whale, donc une baleine de la crypto, parce que c'est un énorme financier de la crypto. Et Elon Musk, donc le milliardaire sud-africain qui s'est naturalisé américain et qui a investi dans le tourisme spatial avec SpaceX, mais aussi avec l'industrie neuronale et des choses qui sont pas toujours très claires, mais bon, enfin bon, et puis la conquête de Mars, etc. Elon Musk, c'est quelqu'un qui est très très en avant sur l'intelligence artificielle, enfin sur toutes les nouvelles technologies, et il a décidé de pousser les cryptos, et surtout parce que pour lui c'est un vecteur de liberté, et la liberté c'est un concept dans lequel il croit beaucoup. Voilà, même si il n'a pas forcément les barrières éthiques qu'on a
qui devrait philosophiquement être mise lorsqu'on a autant d'argent que lui. Bon, ça c'est une autre histoire et on pourrait en discuter très longtemps pour savoir si Elon Musk est quelqu'un qui fait du bien à ce monde ou pas. C'est très compliqué, mais en tout cas, il a beaucoup favorisé les crypto-monnaies, donc tout ce qui est Bitcoin et compagnie. Et surtout, il y a quelques crypto-monnaies qui sont créées autour de lui, notamment le Dogecoin, qui s'est élaboré autour d'image d'un chien, Doge, donc au bout d'un chien, et le Shiba Inu derrière, Shiba Inu qui est un autre type de chien, et qui sont d'après le chien qui appartiendrait à cet homme à Elon Musk. Voilà. Donc, là, après, derrière la question qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'une crypto-monnaie elle a besoin d'être fiable alors que de toute façon, s'il y a suffisamment d'argent, on trouvera toujours des informaticiens pour les rafistoler et en faire des monnaies viables. C'est-à-dire que si demain vous voulez prendre n'importe quelle monnaie, même la plus merdique, et dire qu'elle fonctionne dans un comment ça s'appelle dans un ATM, enfin dans un distributeur de billets, alors que là ce sera par carte et vous allez pouvoir échanger telle monnaie contre telle monnaie sur votre carte, c'est faisable en fait. Électroniquement c'est faisable, c'est juste que les États jusqu'ici sont gardiens de ce qu'on appelle je me rappelle plus du terme, mais enfin, ils sont gardiens de la fabrication des monnaies, donc ils empêchent que ça se fasse. Mais par exemple, je me rappelle qu'il y a un kebab rue Saint-Denis à Paris qui accepte la Bitcoin. J'ai été dormir dans un Airbnb où le mec acceptait les Bitcoin. Donc c'est déjà faisable. Vous pouvez déjà vous servir du Bitcoin comme monnaie. Voilà, c'est un fait. Pour les autres crypto-monnaies, bah, qu'il y ait des choses qui se fassent et notre ami Elon, bah, il pousse beaucoup pour que le Dogecoin soit accepté aussi à son tour comme une monnaie. Soit, ça le regarde et puis ça regarde ceux qui ont investi dans le Doge, voilà, ou dans le Shiba Inu ou dans ce genre de choses. La, la question derrière ça, c'est que, bah, en fait, ce sont des marques. On a mis en place des marques. Et il n'y a pas que la question technique, technologique derrière les crypto-monnaies. Et enfin, au-delà du simple concept, alors, il y a des concepts différents. Vous regarderez aussi Grand Temps de Crypto là-dessus, qui est pas mal. Il y a des concepts différents avec d'un côté l'Ethereum qui fonctionne pas exactement comme les bitcoins dans la fabrication d'argent, dans les échanges, etc. Il y a différentes technologies qui sont utilisées. Néanmoins, bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez faire qu'une monnaie fonctionne, une monnaie fonctionne pas? Bien sûr, il y a des fausses monnaies qui sont mises en place. Mais toutes ces monnaies ne seraient pas mises en place si, à la base, on n'avait pas falsifié la vraie monnaie. D'accord? Qui est l'euro, qui est le dollar, qui est le yen. Et voilà. Ça, c'est des monnaies qu'on a falsifiées. Sinon, on n'aurait pas besoin de monnaie électronique pour prendre le relais et internationale pour prendre le relais. D'accord? Maintenant, toutes les fonctions de la monnaie, les cryptos le font. On peut garder de l'argent, on peut le transférer. Bon, c'est à peu près l'idée. Donc, ça va pas beaucoup plus, ça va ni plus loin, ni, voilà. Ça le fait, quoi. Donc, la question technologique est pas forcément la plus fiable. Par contre, il y a, et c'est là où je veux en venir, il y a deux éléments en fait qu'il faut prendre en considération dans l'avenir de la crypto et pourquoi elles sont porteuses à la fois d'un immense espoir et d'une immense crainte. On va commencer par l'espoir. C'est-à-dire que tôt ou tard, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise, comme dit le proverbe, ou comme le disaient les inconnus, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin tu me les brises. Donc, à force d'imprimer de la monnaie à tire-larigot, un jour, la monnaie ne vaudra plus rien. Voilà. Alors, avec le dollar, ça va pas arriver tout de suite parce que le dollar est utilisé partout dans le monde. Les Chinois
bien qu'ils aient accumulé énormément d'or, même les Russes ont accumulé énormément d'or, même les Indiens ont accumulé énormément d'or, mais est-ce que ça suffit Est-ce que l'or, aujourd'hui, peut encore soutenir une monnaie? C'est-à-dire que l'or, en fait, la quantité d'or, elle est limitée dans le monde. C'est un cube de 20 mètres d'arête, en fait, de 20 mètres de côté. Donc, est-ce que toute une économie, toute la valeur d'une économie peut être soutenue avec un petit tapis d'or? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. On n'est plus en 1900. Déjà, en 1950, c'était compliqué. Hein. Les accords de Bretton Woods qui établissaient la parité entre l'or et le dollar, parité qui était déjà dès après la guerre difficilement réalisable. Bon, cette parité en 1972, c'était fini. Déjà parce que le dollar a perdu énormément de sa valeur. Et puis deux, parce que, gager toute la monnaie sur l'or, c'est un peu particulier aussi. Et donc, on a besoin de gager les monnaies différemment. Alors, par exemple, vous avez peut-être entendu parler des NFT. Les NFT, c'est des œuvres d'art, elles aussi rentrées dans une espèce de chaîne, qui forment une espèce de chaîne. Et donc, lorsque vous achetez, en fait, c'est une autre façon de gager de l'argent sur des œuvres d'art numérisées. Voilà. Bref, en ce moment, on essaye de gager de l'argent sur plein d'autres choses parce qu'on sent que les monnaies qui devraient elles-mêmes les monnaies nationales ou continentales comme l'euro, qui devraient être elles-mêmes les références de valeur, commencent à faiblir. Et on le voit avec l'inflation, avec l'augmentation des prix. C'est quoi l'augmentation des prix? Ça veut dire que en fait, vous avez de moins en moins confiance dans un euro pour valoir, euh, je sais pas, imaginons que vous achetez du café euh, à 2 euros le pot de Nescafé, par exemple, ou 3 euros, ou j'en sais rien, 5 euros le pot de café lyophilisé. Si le lendemain il vaut 10 euros, ça veut pas dire que soit ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de café disponible dans le monde et donc il faut beaucoup plus de monnaie pour l'avoir, soit ça veut dire que les gens ils se rendent compte qu'on les a payés avec de la monnaie qui vaut pas grand chose et le commerçant il dit attends, moi si je veux racheter du café à 10 euros le pot parce que la monnaie est en train de se casser la gueule, il faut déjà que je commence je commence à le vendre plus cher. Vous avez compris, il n'achète pas le café de 10 euros le pot, il achète pour le vendre 10 euros le pot. Donc il faut qu'il l'achète déjà plus cher, 7 ou 8 euros. Donc il faut déjà qu'il commence à vendre cela à 10 euros. Sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, il va perdre de l'argent et il va fermer boutique. Et si on ne veut pas que l'économie s'effondre, et donc là, il faut que les prix, ils augmentent. Et chacun augmente ses prix pour pouvoir pour pouvoir continuer à tourner. Et il y a un emballement, c'est ce qu'on appelle l'inflation, puis l'hyperinflation, c'est-à-dire une augmentation des prix effrénée, voire panique, pour tout vous dire. Et c'est ce qui nous menace, surtout avec les approvisionnements de pétrole. Suite aux fantastiques politiques écologistes qu'il fallait absolument faire maintenant, il se trouve qu'il y a beaucoup moins de pétrole, et ça c'est le cas en Californie par exemple, mais quand vous prenez de toute façon le pétrole, l'économie a pris, le pétrole coûte plus cher, parce qu'il est beaucoup plus demandé, et du coup, ça fait augmenter le prix à la pompe. Et des gens qui ont besoin de faire 100 km par jour, pour eux, ça fait une différence énorme et ils commencent à être très très énervés. Donc ils commencent aussi à avoir des problèmes de stabilité. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Là-dessus, dans des situations où la monnaie de référence commence à perdre de sa valeur, c'est indéniable que des monnaies décentralisées, prétendument décentralisées, comme le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies, représentent une solution. Ça peut être une solution en fait, ça pourrait aussi permettre de prendre le relais, le temps d'émettre, par exemple, une autre monnaie qui soit fiable. On se souvient que pendant la crise de 29 en Allemagne, qui était une crise absolument terrible, où beaucoup de gens sont prostitués, enfin c'était une crise morale. Parce qu'il y a aussi une crise morale,
C'est-à-dire que il n'y a pas que la question de dire à votre fils que je sais pas, votre mot vous dise pourquoi faire des études alors que tel footballeur qui a jamais appris à lire ou qui sait à peine lire, il va gagner 1000 fois plus que moi. Mais il y a une crise, ou alors que tel dealer, en faisant juste le guet, en fait, il va gagner beaucoup plus que celui qui va trimer comme un taré pour finalement finir vendeur dans une boutique chez SFR ou n'importe quel opérateur de téléphonie mobile. Et je vous parle même pas des universitaires qui sont payés 3 francs 6 sous alors qu'ils ont passé leur vie à apprendre des choses quand même plutôt importantes et dont on a besoin pour que la civilisation elle se perpétue. Donc là, il y a inflation, il y a aussi une perte de la valeur morale dans la société. Et là-dessus, c'est ça qui est aussi pas mal, c'est-à-dire que le Bitcoin, parce que la falsification de la monnaie est une falsification morale, et le Bitcoin, lui, enfin le Bitcoin et la crypto, normalement, pourrait servir à freiner ça et à dire, attendez, en fait, on a toujours une valeur de référence, et la société va pas complètement s'effondrer. Ceci dit, ça crée aussi des problèmes parce qu'il y en a beaucoup qui ont pu s'acheter des cryptos et les voir augmenter très fort eu égard à la baisse de la monnaie et qui ont rien branlé de leur vie, alors que d'autres qui ont trimé toute leur vie et qui ont eu confiance dans le système, eux sont juste récompensés par la banqueroute. Et ça, c'est pas cool. Mais bon, écoutez, voilà. Donc c'est les problèmes moraux que pose un petit peu la crypto. La crypto, elle peut servir de rempart dans la mesure où il y a toujours une monnaie qui sera gagée sur quelque chose, et même pour les plus optimistes, ça deviendra un étalon de valeur, au même titre que l'or, ce dont je doute profondément. Parce que tout ça fonctionne sur le net, et tout ça est, comme on dit, un échange de conventions. Euh, rappelons-nous Démocrite, hors des atomes et du vide, tout est convention. Bah ouais, mais gros, au moins, quelque part, l'or, c'est quand même une combinaison d'atomes beaucoup plus simple que le Bitcoin qui fonctionne sur des réseaux sous-marins avec des câbles. Voilà, c'est bon. Mais aussi, l'argument inverse peut aussi être dit, c'est-à-dire qu'avec une clé USB, vous pouvez vous sauver de votre pays avec l'ensemble de ce que vous avez en de vos positions en crypto-monnaie, alors que je sais pas si par exemple vous avez 40 000 euros, si imaginons que l'ensemble de votre patrimoine tient sur le prix d'un lingot d'or, ou même plus le prix de 4 ou 5 lingots d'or. Donc, imaginons un appartement parisien vaut à peu près disons 400 000 euros. 400 000 euros à 55 000 le lingot. Allez, je sais pas, ça fait 7 ou 8 lingots d'or. Donc, voilà, votre appartement vaut 7 lingots d'or. Est-ce que vous allez vous balader avec 7 kilos d'or sur vous? Vous allez être un tout petit peu grillé. Surtout que vous n'êtes pas censé passer les frontières avec plus de 10 000 euros, 10 000 euros sur vous. C'est-à-dire, on peut vous les confisquer, etc. C'est à une clé USB, vous avez votre ledger, ça va quoi. Vous n'allez pas vous faire, vous faire trop griller. C'est pas, il y a une chance sur deux pour qu'on sache que vous avez des sommes considérables sur vous, et même beaucoup moins que ça, ça dépend des pays où vous allez. Donc voilà, il y a tous ces avantages et ces inconvénients, et surtout la possibilité non seulement de pouvoir préserver ce que vous avez gagné dans votre vie, mais en plus de le préserver, pouvoir voir sa valeur augmenter si l'économie s'effondre. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est l'espoir pour beaucoup, beaucoup de gens. Après, de l'autre côté, il y a une crainte. Et les craintes, bien sûr, elles sont technologiques. Les craintes, elles sont politiques aussi, parce que il y a des pays qui peuvent dire non mais les cryptos, c'est jamais. En fait, nous, ça ne se fera pas. Et d'ailleurs, toutes les institutions qui sont liées aux monnaies de référence, aux monnaies fiat, comme on les appelle, c'est-à-dire Fonds monétaire international et compagnie, sont pas très chaudes sur la crypto. D'ailleurs, on voit que le président, je crois que c'était Salvador, où ils avaient décidé de faire du Bitcoin une monnaie officielle.
avec l'autre monnaie locale, ou le dollar, je ne me souviens plus. Le FMI est venu et il a dit voilà, on va négocier un prêt, mais il faut que vous arrêtiez avec le Bitcoin, ça suffit, ça commence à nous chauffer les oreilles. Donc, et puis il risque d'y avoir, il risque d'y avoir des réticences de ce point de vue-là, ça c'est une certitude. Et puis surtout, il y a le problème, que pose cette monnaie un peu bizarre, ce qu'on appelle les stablecoins. Alors les stablecoins, en fait, ce sont des monnaies qui sont censées être adossées à des monnaies existantes, à des monnaies fiat. Et donc, elles permettent de faire un passage assez rapide, en fait, d'une monnaie à une autre, et surtout de pouvoir échanger avec le monde des monnaies réelles. Parce que il n'est pas encore venu le temps des cathédrales, où vous pourrez acheter votre appartement en Bitcoin, en fait. Donc, que vous ayez confiance dans l'euro ou pas, et à un moment donné, vous avez beau être millionnaire en Bitcoin ou en toute autre crypto, il va falloir que vous échangiez vos cryptos contre des euros, peut-être pas sonnants et trébuchants, mais du moins bien réels. Or, pour ça, vous avez besoin soit du Bitcoin qui fait la transition, mais vous allez aussi il y a aussi d'autres monnaies qu'on appelle les stablecoins, par exemple le Tether, donc du verbe attaché, tout Tether, T-H-E-R, et le Tether, c'est une monnaie qui est censée valoir $1. Le problème, c'est moi, je me posais la question, j'étais bien naïf, je me disais, mais comment ces gens-là gagnent de l'argent si leur monnaie vaut $1? Eh ben, c'est très simple, parce que en fait, eux, ils émettent de la monnaie et on leur donne des dollars. Après, ils placent les dollars. Sauf que, bon, comme tout a perdu de la valeur depuis des années, bah, les dollars qui sont placés, en fait, il n'y en a plus tellement que ça dans les caisses. En tout cas, il y en a moins, vraisemblablement beaucoup moins, que des teasers mis en circulation. Parce que les teasers étant devenus des jetons d'échange, en fait, entre toutes les cryptos et toutes les monnaies, pour la facilité d'usage qu'ils ont, et ben en fait, on pense que chaque teaser que vous utilisez vaut $1 dans les caisses de l'entreprise teaser. Une entreprise qui est une entreprise offshore, je crois aux Bahamas ou dans les Caraïbes, tenue par Jack Sparrow en personne et ou Long John Silver et avec son perroquet jambe de bois. Et donc non, mais moi il y a toute une liste. Il y a un excellent article de Bloomberg sur le sujet, mais en gros les gens qui ont investi dans les teasers, il y en a de toutes sortes. L'entreprise elle-même a joué avec son argent et a visiblement perdu de l'argent. Donc aujourd'hui, teaser, c'est un jeton qui a une valeur très hypothétique, et notamment, il y a une entreprise qui a énormément donné des dollars pour recevoir des teasers, et cette entreprise, elle s'appelle Evergrande. Evergrande n'est pas une entreprise ni américaine, ni texane, ni même mexicaine, mais en fait, c'est la plus grosse entreprise immobilière chinoise de tous les temps. Et c'est bien le problème d'Evergrande, c'est que Evergrande est une sorte d'énorme pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi, ça s'appelle une arnaque, mais tant qu'il y a des gens qui rentrent dans l'arnaque, personne n'est en banqueroute jusqu'au moment où en fait on trouve plus assez de gogo. Et donc là, il faut annoncer à tout le monde que l'argent qu'ils croient posséder, en fait, ça ne vaut plus rien. En fait, ce qu'ils croient avoir, ça ne vaut plus rien. Ou alors qu'ils ont payé des produits qui n'ont plus aucune valeur. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec Evergrande, où tout le monde a acquis des possessions immobilières. L'entreprise a fabriqué énormément, a quasiment fabriqué des villes fantômes, mais genre à la chinoise, quoi. C'est pas une ville de western avec un décor en carton-pâte. C'est genre des immenses tours sur des kilomètres à perte de vue qui sont habitées par absolument personne, en mode Blade Runner.
Donc, du coup, les mecs ont fait n'importe quoi avec le pognon. Ils ont notamment investi dans les teasers. Et il y a un moment, il y a un trou dans la banque. C'est-à-dire que eux, ils vont devoir énormément d'argent aux gens qui vont investir chez eux et qui ne s'y retrouvent plus et qui vont leur demander des comptes à un moment donné. Et eux-mêmes ont des dettes qu'ils vont pas pouvoir rembourser. Et pourquoi ils ont des teasers? Il va falloir qu'ils vendent les teasers. Sauf qu'à un moment, les gens vont se rendre compte que un teaser vaut pas $1. Et là, ça risque de coincer. Surtout que teaser, en fait, c'est comme une banque qui aurait, qui prétendrait avoir 70 milliards de dollars de dettes, qui dit oui, mais moi j'ai mis des dettes, mais en fait j'ai l'argent dans mes coffres, mais en fait qui a pas du tout assez d'argent dans les coffres. Et le jour où vous dites, mais attendez, moi je veux récupérer mon pognon, il faut dire, non, non, en fait, voilà, ça ne vaut rien. Donc, Tether représente un danger, et en général, les stablecoins représenteront toujours un danger, surtout dans cette période. À la fois, c'est un outil extraordinaire, parce que ça permet de lier le marché des monnaies de référence au marché des monnaies crypto, et en même temps, c'est un outil qui est pas fiable, parce que du jour au lendemain, on peut fermer l'entreprise et dire, en fait, tout l'argent qui est dans ces monnaies-là n'a plus de valeur, n'existe plus. Et là, dans ce cas-là, c'est tout l'univers des cryptos qui risque d'être mis en défaut et tout l'argent qui a été investi là-dedans qui risque de perdre d'un coup sa valeur. D'ailleurs, depuis cet article de Bloomberg qui a été paru, je crois, fin octobre, le milieu de la crypto a énormément patiné. Alors bien sûr, il y a des petites opérations commerciales, notamment autour du Shiba Inu. Le Shiba Inu, c'est en fait cette monnaie un peu concept, un peu marketing, qui a réussi en fait à créer un emballement et à créer de la valeur et à créer en fait une nouvelle réserve de valeur. Aujourd'hui, il existe à peu près, je crois, quelque chose comme 1 milliard d'euros ou de dollars en Shiba Inu. Donc, on a créé une nouvelle réserve de valeur avec le Shiba Inu. Et l'idée qu'on puisse, à l'avenir, avec des nouveaux produits marketing, créer de nouvelles réserves de valeur, est un concept qui fait tenir les cryptos. Voilà. Après, la question, c'est vous allez avoir cette approche-là, on va se dire, en fait, moi, je vais miser sur les nouvelles réserves de valeur marketing qui arrivent, sur les meme coins. Il y a ceux qui vont dire, je vais miser de l'argent sur les cryptos de base, c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum, Ethereum, Bitcoin et Ethereum, qui représentent 60% de la capitalisation totale du marché des cryptos. Et il y a ceux qui sont des fanatiques de la finance, de la DeFi, donc la finance décentralisée, donc la finance faite avec des cryptos, la finance plus ou moins intraçable, avec des... après, moi, je m'y connais pas assez, et avec des concepts techniques assez fifou, quoi, assez très très complexes. J'aurais du mal à vous... je serais incapable de vous décrire, mais qui en gros permettrait de monter des opérations financières à part de toute structure, classique, mais aussi à part de structure réglementée. Et autour de ça, il y a toutes sortes de crypto-monnaies relativement complexes avec des systèmes opératoires faits pour ça, faits pour ces systèmes d'investissement, ça s'appelle les monnaies qui sont autour de la DeFi, et qui sont des valeurs qui montent très doucement, mais qui montent régulièrement aussi. Et certains investisseurs français vous diront que ça c'est l'avenir, et il vaut mieux acheter du pépère et du sûr qui va monter tout doucement, plutôt que de vous concentrer sur des valeurs un petit peu délirantes. La question là-dedans, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Donc la crypto-monnaie, elle est aussi symptomatique de notre monde, qui est un monde d'incertitude, et de savoir est-ce que il faut miser tout sur la science, ou est-ce qu'il faut miser, enfin sur la science, sur l'avancement, sur le progrès scientifique, ou est-ce qu'il faut miser plutôt sur la finance, ou est-ce qu'il faut miser plutôt sur la réserve de valeur? Parce que les choses vont s'effondrer, il faut avoir, même dans l'univers du numérique, du sûr et du clair. Ça, c'est à vous de voir. Le fait est que aujourd'hui,
voilà, il faut surtout prendre son mal en patience et voir que à moyen terme, la crypto continue à monter. Si vous n'avez pas misé sur des monnaies complètement délirantes, et parfois ça arrive, donc il ne faut pas tout miser sur une seule monnaie, mais la crypto monte quand même, elle monte plutôt bien. C'est pas du délire. Et que elle fait son œuvre, elle sans attaquer frontalement le système des monnaies de référence, elle a agi comme un garde-fou vis-à-vis des monnaies de référence et qu'elle pourrait servir aussi de parachute à l'économie normale si celle-ci décidait enfin de se purger enfin ou était contrainte de se purger de tous ces éléments euh, ben, irrationnels, c'est-à-dire que normalement lorsqu'un acteur économique ne fonctionne plus, euh, à moins on ait des idées pour l'avenir qui soient flamboyantes et novatrices, normalement, l'économie est censée faire faillite. Sauf que l'économie occidentale est tellement captive, tellement dépendante de la Chine, tellement dépendante de la planche à billets, que demain, si il y a un crash des monnaies, s'il y a une des monnaies du cartel yen, euro, dollar qui craque, malheureusement, c'est toute l'économie de nos pays qui s'en va. Donc, ce qu'ont essayé de faire nos élites, élite est un terme qui comprend l'idée d'élection. Alors, à part s'élire soi-même, je vois pas ce que ces élites ont fait, mais soit. La question derrière les élites, c'est que enfin, ceux qui sont à la tête de nos économies, en plus de ne pas comprendre grand-chose à l'économie, comme vous pouvez le voir chez Delamarche l'explique beaucoup mieux que moi, elles essayent de freiner au maximum, d'où pour moi aussi la question de la pandémie qui est très liée à la situation économique, de freiner au maximum l'économie. La question c'est que est-ce que même en freinant au maximum l'économie, on peut éviter l'effondrement? Est-ce que même l'effondrement ne sera pas encore pire? Parce que est-ce qu'on ne sera pas dépendant de structures qui seront tellement gelées, tellement mortes, que derrière les capacités de rebondir, des capacités classiques de rebondir ne seront plus suffisamment vives, suffisamment concrètes. Parce que remonter une économie avec des gens qui sont en panique parce que ils sont passés du foie gras à 60 euros au fait de pas savoir de pas savoir s'ils vont bouffer du riz demain. Ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile. Il risque d'y avoir une grosse purge. Et malheureusement, pas qu'économique. Démographique, psychologique aussi, parce que voilà, c'est aussi d'avoir des gens traumatisés. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir dans des crises qui feraient que même la guerre de... Enfin, à bien des égards, la guerre de 40, c'est enfin, assez comparable avec les grandes crises telles que la Seconde Guerre mondiale. Donc, même pire par certains côtés que la Première Guerre mondiale, et peut-être encore bien pire, j'en sais rien. Donc, non, voilà, donc c'est pour ça que la crypto-monnaie, qui était au départ aussi une option assez survivaliste, doit aussi être considérée dans le cadre d'un rapport de se préparer à une société de pénurie. Le fait de ralentir l'économie, le fait que démographiquement on est dans une période de baisse démographique, d'innovation, les prochains pas de l'innovation sont absolument inacceptables. Donc on n'a même plus vraiment, est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'innovation en fait? C'est une vraie question, à part une innovation médicale. Et encore, quand on voit quand on voit ce qu'on nous promet les particules, avec les problèmes qui sont liés au graphène, il y a de grosses questions éthiques à se poser, et ça pose des problèmes considérables même sur la capacité de la technologie en fait à être souhaitable et à pouvoir nous sortir. Est-ce qu'elle va pas nous sortir de l'état catastrophique dans lequel nous sommes pour nous mettre dans un monde encore plus invivable, encore plus catastrophique, un monde
où on dira que le transhumanisme est indispensable, que la cybernétique est indispensable, un monde cyberpunk. Et ça, c'est aussi un monde éthiquement qu'il faut refuser à tout prix. Donc on est un petit peu dans une impasse historique, et face à cette impasse historique, euh, aujourd'hui, il me paraît évident que la monnaie numérique, que les monnaies numériques indépendantes, appelons-les comme ça, plutôt que des crypto-monnaies, parce que crypto, ça veut dire caché, ça veut dire dissimulé. Alors aujourd'hui, elles sont, voilà, vous allez sur Internet, vous les trouvez, hein, je vois pas ce qu'il y a de crypto. Il y a de la cryptographie, quoi. Il y a du code, quoi. Mais il y a du chiffre, comme disaient les gens au XVIIe siècle. Mais derrière ça, aujourd'hui, ça fait partie d'un arsenal de comment on dit, pardonnez mes guillemets, qui arrive comme ça, de résilience vis-à-vis d'un monde qui va entrer dans une phase chaotique qui a déjà commencé avec la pandémie en 2020, et qui risque encore de se perpétuer pendant quelques années. Donc c'est une option à envisager, et l'aspect marketing qu'il peut y avoir au travers de ce qu'on appelle des meme coins n'est pas complètement à mépriser. Pas complètement à mépriser parce que il faut savoir que ces monnaies seront des produits, et que un produit aujourd'hui n'existe qu'en tant qu'il est diffusé. Et donc un produit n'existe qu'en tant qu'il est diffusé, et aujourd'hui, être diffusé implique d'être marketé. Et ça, c'est une chose qui est importante à comprendre, et qu'on veut souvent laisser de côté en se disant, les gens très techniques disent non, moi, je veux des choses seulement techniquement fiables. Quand il faut construire un pont, il y a celui qui va construire le pont et dire voilà, ça c'est un pont pratique, il va durer ce qu'il va durer, mais vous allez traverser tout de suite. Alors que le mec qui va dire techniquement fiable, il va dire non, il va falloir qu'on fabrique un pont en fer, ça va durer 3 mois, etc. Tu te dis non, moi je veux vendre mes gâteaux à la semoule, donc c'est maintenant qu'on va construire le pont. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc, euh, donc c'est pas. Et après, on le consolidera. Voilà, la pensée du gobelin, quoi. Et, et donc, c'est pas complètement idiot. Il faut aussi essayer d'aller de l'avant. Et les crypto-monnaies peuvent, voilà, servent aujourd'hui à limiter quand même un petit peu le système, la folie du système. Enfin, je l'espère. Et puis surtout à vous protéger un petit peu. Bien sûr, c'est pas exclu non plus d'acheter de l'or et de l'argent, si vous pouvez. Voilà, parce que demain, imaginons qu'il y ait des sautes d'électricité, bon bah, tout ce qui est crypto sera beaucoup plus difficile à échanger, par exemple, que l'or et l'argent physique. Donc songez aussi à l'or et l'argent physique, même si c'est pas pratique à transporter, ça peut être aussi important dans des situations précises. Voilà. Écoutez, là-dessus, c'est un peu mon point en ce début d'année, voilà, et je reviendrai régulièrement sur cette histoire de crypto, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je pense que l'innovation financière de ce point de vue-là peut, pour une fois dans l'histoire, être bénéfique aux classes moyennes, plutôt que seulement pour les classes aisées. Voilà, je vous embrasse, bye.